Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire consacré à l'histoire sous toutes ses formes, l'histoire universitaire et l'histoire savante, mais aussi l'histoire à l'écran à travers une série d'émissions qu'on fait durant le confinement, portant sur les films et les séries historiques. Aujourd'hui on parle de la Révolution française à l'écran. Vous retrouvez le podcast sur le site paroledhistoire.fr, vous pouvez vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, etc. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, et vous pouvez soutenir le podcast à travers le bouton PayPal qui se situe sur le site paroledhistoire.fr si ces émissions vous intéressent. Aujourd'hui on parle donc de Un peuple et son roi, le film de 2018. Vendredi ce sera Rambo First Blood, le film de 1982 avec Sylvester Stallone. La semaine prochaine on parlera de Watchmen entre autres. Très bonne écoute et merci. Je suis aujourd'hui avec Hugo Aurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant d'histoire-géographie, doctorant à l'université Rennes 2 et l'université du Québec Trois-Rivières, avec une thèse qui porte sur les représentations de la Révolution française dans les médias contemporains, notamment au cinéma. Et donc c'est l'occasion pour nous de parler d'un film récent, Un peuple et son roi, pour lequel on va essayer de présenter un petit peu les enjeux historiques, historiographiques, peut-être un peu cinématographiques aussi. En commençant peut-être par vous demander, ce film qui, je crois, date de 2018, est-ce qu'on peut essayer de le résumer pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, de dire un petit peu comment il fonctionne, puisque c'est un peu un film choral avec différents personnages autour de la Révolution française. Quelle est sa trame principale ? L'histoire raconte plus ou moins deux parcours qui vont se rejoindre. D'abord celui de Françoise, qui est une lavandière du faubourg, et l'histoire de Basile, qui apparaît un peu plus tard, mais dans les 15 premières minutes du film quand même, et qui lui est un plutôt paysan qui vit dans la campagne, pas trop éloigné de Paris. Et en fait, deux individus un peu anonymes qui vont intervenir et rejoindre un peu l'histoire de la Révolution française contre leur gré, et qui vont du coup être amenés à croiser des personnages plus ou moins importants. Et donc l'histoire commence vraiment durant l'été 89. Ça commence avec la prise de la Bastille. Et donc c'est la Révolution entre au fur et à mesure, comme cela, par divers événements. On a des grands moments. Et leur vie individuelle, on va dire, vont croiser les grands événements révolutionnaires jusqu'à du coup le troisième personnage, on va dire le plus important aussi quelque part, qui est le roi. Et donc c'est le rapport dans ce peuple et ce roi, jusqu'à du coup à son procès et l'exécution auquel assistent Basile et Françoise, tous les deux à la fin du film. Alors Basile, si je ne me trompe pas, c'est Gaspard Ulliel, C'est Françoise ça. Adèle Haenel, il y a également Louis Garrel, il y a Olivier Gourmet, le roi c'est Laurent Lafitte, il y a Marat qui est joué par Denis Lavant. Autrement dit, un très beau casting pour ce film, parce qu'il y a vraiment notamment toute la génération montante d'acteurs français qui est présente. Alors ce film, est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de ses préparatifs, du projet qu'il y a derrière, de la part de son réalisateur, Pierre Schoeller, qui était connu pour avoir déjà abordé des questions politiques avec l'exercice de l'État. Ici, quel a été le projet autour de ce film sur la Révolution française ? Alors effectivement, tout part de ce qu'on a dans les entretiens qu'il a donnés. Je pense notamment à celui avec Dominique Godino dans les années historiques de la Révolution française ou sur Mediapart. Il mentionne très bien sa volonté de faire un film toujours dans la poursuite de l'exercice de l'État, sur la constitution un peu politique de la République. Et donc du coup, le projet, tel qu'il en parle, est de retourner à l'origine du projet républicain et donc de repartir sur la Révolution française. Et il va finalement du coup faire un gros travail dont on va pouvoir en parler. Et l'objectif est vraiment une construction républicaine et sa propre vision de ce moment fondateur qu'il considère être au niveau de la Révolution française en fait. Avec une variante par rapport à l'exercice de l'État, c'est-à-dire que c'est un film qui, à mon sens, celui-ci, Un peuple et son roi, est moins sur les rouages politico-administratifs d'un pouvoir, et qui est beaucoup plus sur la notion de parole politique, avec cette idée peut-être de saisir des paroles politiques, aussi bien au niveau populaire, avec Basile, Françoise, l'oncle, les différents personnages de ce quartier populaire, qu'au niveau des dirigeants, avec des scènes à l'Assemblée dont on va reparler. C'est vraiment beaucoup un film sur le langage et la parole politique. Tout à fait. Et là-dessus, il y a quelque chose de très clair, c'est qu'il a reproduit mot pour mot en fait de nombreuses sources parlementaires qui sont vraiment des discours de Robespierre ou de Saint-Just, où en fait tout personnage politique vont être mot pour mot repris des archives que Pierre Schoeller et son équipe ont pu trouver vraiment dans les archives. Et sinon, il y a aussi donc pour les personnages individuels plus anonymes, on va dire, il y a à la fois des personnages qui sont extraits aussi des archives et du travail d'Arlette Farge,
et cette volonté de s'intéresser à la constitution de l'opinion publique durant la Révolution française à travers des figures soit anonymes et inventées, qui sont fictives comme Basile et Françoise, mais qui se basent sur des réalités quand même de l'époque avec l'ouvrier, le paysan, ou voilà, des personnages un peu plus réels mais qui restent populaires, comme la figure de Reine Odue, qui était là, une poissonnière des Halles assez connue. Et donc il y a ce mélange entre paroles politiques officielles des archives historiques, on va dire, et cette tentative de reconstituer une parole populaire de la Révolution française. Vous avez prononcé un nom, Arlette Farge, qui a dû faire dresser l'oreille des auditrices, auditeurs de Paroles d'Histoire qui connaissent l'historiographie de cette période, puisque évidemment, c'est l'une des historiennes importantes du XVIIIe siècle français, du Paris populaire, et ce qui nous permet peut-être de poser la question des conseillers ou conseillères historiques du film. Alors, est-ce qu'on sait de quelle façon et avec qui il a travaillé? Alors oui, tout à fait. Encore une fois, c'est assez, on va dire, transparent, puisque lui-même en fait la promotion assez facilement, et il y a eu beaucoup d'articles aussi d'historiens sur le sujet. Donc on a donc Sophie Vanick, une historienne et philosophe de la Révolution française, Jean-Clément Martin, donc aussi historien, Guillaume Mazot, Arlette Farge, et après, il évoque des noms qu'il a essayé de contacter, mais qu'il a plutôt eu du mal à joindre, type Haïm Burstein ou Timothy Taquette. Et notamment, voilà, il a beaucoup voulu travailler avec Timothy Taquette, qui a un petit peu été conseillé. Et en fait, vraiment, les principaux conseillers qui ont été plus ou moins sollicités tout au long du film et la préparation sont vraiment Sophie Vanish, Guillaume Mazot, Arlette Farge et un peu moins, ou plus ou moins, on va dire Jean-Clément Martin sur ce sujet. Alors, Guillaume Mazot, qu'on avait reçu à ce micro, et ce qui n'est pas pour nous surprendre, parce que on sait que dans son travail d'historien, il a souvent cherché à sortir du cadre universitaire pour participer à des expositions comme à la Conciergerie, à des pièces de théâtre comme celle de Joël Pomera, Ça ira, fin de Louise. Ça permet peut-être de poser la question de l'inscription de ce film dans un moment dans lequel la Révolution française, eh bien, on s'en empare dans différents cercles, pour différents artistes, différents créateurs. Est-ce que pour vous, ça s'inscrit dans un contexte ou est-ce que c'est une œuvre finalement isolée, Ce peuple et son roi? Non, totalement, hein. C'est clairement un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est un film de son temps, de son époque, on va dire de la fin des années 2010 ou peut-être des débuts des 2020, puisque à la fois par ce casting d'acteurs, on va dire, montants, et par un petit peu les historiens qui sont aussi actifs sur le sujet. Vous avez mentionné Guillaume Mazot et son travail, on va dire, un peu en dehors de la recherche purement académique. On peut penser aussi du coup à Sophie Vanish, qui avait elle-même joué et participé au film, court film expérimental de Dominique Cabrera, Le Beau Dimanche, sur la fusillade du Champ de Mars. Et donc, c'est un film qui, du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. C'est un peu un film sur la Révolution d'une certaine époque, d'un certain contexte social, politique, culturel. Et ça se voit autant sur les historiens qui vont être convoqués, surtout beaucoup des représentations, on va dire, et aussi à la fois par les acteurs ou même la mise en scène. Il y a quelque chose dans l'image, l'esthétique qui sera aussi, on va dire, éternellement visible à l'écran, et ça restera un film de la Révolution, mais selon 2018, on va dire. Et alors, cette sensibilité contemporaine 2018, est-ce qu'elle est sensible aussi dans les choix narratifs, et on pourrait dire narratifs et historiographiques à la fois? Autrement dit, est-ce que ce film, en le voyant, on sent qu'il y a un renouvellement historiographique sur la Révolution qui a eu lieu, ou est-ce que c'est un film qui ressemble à ce qu'on aurait pu filmer du temps d'Albert Soboul ou de Jean Tullard? Est-ce qu'on on le perçoit, ce renouvellement historiographique, dans l'objet film lui-même? Alors, je dirais oui et non, alors pour différents éléments, c'est-à-dire que il y a quelque chose de très neuf dans le reste des objets fictionnels de la Révolution, qui va être lié à la question des femmes, par exemple. Il insiste quand même beaucoup, plus que certains de manière positive, sur l'engagement révolutionnaire des femmes, qui est quelque chose qui n'est pas forcément totalement neuf dans l'historiographie révolutionnaire, mais le temps, on va dire, que ça rentre dans la sphère publique, c'est quand même quelque chose, voilà, d'assez récent et d'assez neuf. On a aussi quelque chose qui a été évoqué notamment un peu après la sortie du film, qui est le parallèle avec tout ce qui est Gilets jaunes, hein, puisque l'événement dans les Gilets jaunes, il y a eu des revendications du coup politiques, des slogans révolutionnaires, et le film, par son côté très populaire, avec des destins comme ceux de François et de Basile, on a pu voir des sujets d'actualité, mais je pense que c'était plutôt des circonstances un peu plus antérieures aux deux qui se sont croisées par les aléas de notre société d'aujourd'hui.
Juste pour prolonger sur ce point, les Gilets jaunes, c'est plutôt postérieur à la sortie du film. En revanche, il y a eu tout le mouvement Nuit debout, à Paris en particulier, autour de la place de la République, autour d'ateliers d'éducation populaire, de prise de parole collective, etc. Là, il y a peut-être des parallèles aussi à tirer avec ce que cherche à montrer le film d'une discussion politique au ras du sol, d'acteurs ordinaires qui s'emparent d'enjeux politiques, qui cherchent à le valoriser. Je pense au personnage de l'oncle, c'est-à-dire cet artisan verrier joué par Olivier Gourmet, dans l'atelier duquel bien, les gens se pressent, les gens du quartier viennent, parlent de la question du vote, parlent de la destitution du roi, etc. Il y a peut-être un écho un petit peu de ce moment de démocratisation de la parole qu'a voulu être le mouvement Nuit debout. Effectivement, et vu que le cœur du sujet et du film, en fait, est cette naissance d'opinion publique chez Françoise, qui est par exemple une ouvrière illettrée, qui va apprendre une éducation politique auprès de l'oncle, qui lui est beaucoup plus dans la théorie, dans la politique, on va dire, intellectuelle, et d'autres personnages qui vont plutôt lui faire un militantisme de terrain, puisqu'elle va prendre les armes. Effectivement, il y a quelque chose. Alors, je ne suis pas expert du mouvement Nuit debout, je ne l'ai pas vécu, mais le projet de Scholler est bien de s'inscrire dans un film un peu pédagogique pour remontrer aux spectateurs où est née en fait cette conscience, cette opinion publique, et quand est-ce que des libertés individuelles qui ont pu être mobilisées dans cet enseignement au ras du sol, comme dont vous avez parlé pour Nuit debout. Il y a cette volonté, on va dire, scolaire et pédagogique d'éducation de Scholler dans son film. Il en fait un film pédagogique. Pédagogique et aussi sans doute politique, parce que c'est de toute façon compliqué de faire un film sur la Révolution qui n'est pas de point de vue ou qui n'est pas d'ancrage politique lui-même. Il évoque aussi, si je ne me trompe pas, dans ses entretiens accompagnant la sortie du film, les printemps arabes, les révolutions des printemps arabes comme une source d'inspiration. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi chez le réalisateur une confiance dans la possibilité d'émancipation par la parole, par l'action populaire? C'est quand même un film qui valorise ces dimensions. Pour le dire autrement, c'est pas un film contre-révolutionnaire. Ah oui, non, non, pour le coup, c'est un des seuls films récents qui est ouvertement positif envers la Révolution, puisqu'on a plutôt un corpus qui est assez négatif d'œuvres des films des 20 dernières années, on va dire. Et effectivement, en fait, je rebondis sur la question tunisienne parce que je suis en train de lire pour me préparer tout à l'heure et l'émission, et en fait, il y a un ouvrage de Martial Poisson et Annie Duprat aussi qui avait travaillé là-dessus sur les mythologies contemporaines de la Révolution française. Et justement, ils interrogent les liens entre l'écho, on va dire, contemporain des héritages de la Révolution française dans les printemps arabes. Et donc, puisque des historiens comme Annie Duprat ont été aussi un petit peu ont permis de conseiller Scholler, et Guillaume Mazot, qui lui aussi a écrit un livre qui s'appelle Révolution, je crois. Je crois qu'il a contribué. Voilà. Et du coup, là, il y a un parallèle en fait des historiens qui ont été repris par Scholler pour faire son film, qui eux-mêmes font ces parallèles entre Révolution, Printemps arabe et Révolution française, qui entretiennent en fait cette résurgence de la Révolution française comme si voilà, elle était toujours vivante et toujours d'actualité. Vous avez évoqué un corpus plutôt négatif autour de la Révolution. À quoi ça fait référence pour ceux et celles qui n'auraient pas forcément ces œuvres ou ces films en tête? Alors, si je prends, on va dire, à partir des années 2000, fin des années 90, on a le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui, sans être ouvertement négatif contre la Révolution, puisqu'il s'arrête en fait en octobre 89, montre quand même voilà, la frivolité et les joies de la noblesse de la cour versaillaise, tandis que le peuple arrive comme un aimant perturbateur. On a aussi L'Anglaise et le duc de Romer en 2001, qui est lui, pour le coup, très très conservateur, et Romer ne s'en cachait pas hein, de faire un film un petit peu nostalgique envers la monarchie. Oui, si je me souviens, il y a un plan avec la tête de la princesse de Lamballe fichée sur une pique qui visait à effrayer un petit peu, à montrer le caractère sanguinaire dès le départ, dès juillet 1789 de la Révolution. Tout à fait. Et on a même en fait une figure du sans-culotte très très active, alors qu'on est tout début au balbutiement de la Révolution, que le sans-culotte n'est pas forcément un personnage figé. Là, il est présenté comme un monstre, un peu pour préfigurer la terreur, qui est en fait critiquée et montrée comme erreur absolue de l'histoire en fait tout au long de ce film de Romer. Et sinon, donc on a d'autres films après qui vont arriver. Je pense du coup aux Visiteurs de Poiré, même si là c'est un peu plus compliqué. Donc le troisième opus, Les Visiteurs, la Révolution de Poiré, qui lui une satire générale de tout, hein, de l'histoire, donc tout est exagéré. C'est assez critique envers la Révolution, mais puisqu'il est critique en fait envers l'époque médiévale ou n'importe quelle époque historique. Mais voilà, c'est pas vrai, c'est pas un portrait glorieux de la Révolution, même si
c'était plutôt une satire comique, quoi qu'il en soit. Alors on pourrait en plus encore ajouter à ça, au-delà de ces films qui passent sur le grand écran, on pourrait ajouter à ça toute une production para-historique du type Secret d'Histoire, du type Laurent Deutsch, Métronome, etc., qui sont faites en fait par des monarchistes. Donc il y a aussi un air du temps plus général, télévisé notamment, qui n'est pas forcément du côté des révolutionnaires. Tout à fait. Et du coup, j'en profite pour un peu élargir médiatiquement. Par exemple, donc il y a un jeu polonais qui est sorti en 2019 qui s'appelle We the Revolution. Nous sommes la révolution, et en fait, qui est un jeu jouable sur l'ordinateur et sur les consoles, qui se présente, pour ceux qui ne sont pas experts, en fait, vraiment en une sorte de tableau où on peut cliquer. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on est un juge révolutionnaire, donc pendant plus ou moins la terreur, on va dire. Alors, c'est assez flou, mais c'est un jeu en fait qui est ouvertement catholique, puisque l'apparition de personnages divins est assez claire, et qui est en fait un portrait à charge de la terreur, comme on l'a pas vu depuis très longtemps. Et voilà, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler, qui s'est beaucoup vendu, donc qui est vraiment un succès commercial, et qui est en même temps catholique, ouvertement contre-révolutionnaire. Donc c'est assez intéressant là-dessus aussi. Voilà, donc on doit sûrement pouvoir le trouver dans la boutique du Puy du Fou, où se développe également ce type de discours. Alors pour revenir justement à ce caractère émancipateur, valorisant l'action populaire du film de Scholler, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur le rôle attribué aux femmes? Vous avez évoqué donc Françoise qui se politise, mais au-delà, ce sont aussi des mouvements populaires féminins, et en particulier, je ne sais pas si ça avait été déjà mis à l'écran, cette très importante manifestation des 5-6 octobre 1789 que filme ici de manière très conséquente Pierre Scholler. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà apparu de cette façon-là? Alors, il y a réellement un précédent, c'est celui dans le diptyque donc, de Enrico Efron, La Révolution française, qui est à la fois un téléfilm et un film, qui était commandé pour le bicentenaire en 89. Et voilà, là, c'était la plus longue séquence jusque-là en 89, où on représentait la marche des femmes, donc du 5 et 6 octobre 89. Et Scholler. Rappelons-le peut-être, cette marche des femmes, elle part de Paris pour aller à Versailles, récupérer la famille royale et les ramener à Paris, à la fois pour les avoir auprès d'eux et en même temps aussi pour faire peser la pression populaire sur le souverain et sa famille, un souverain vu comme nourricier nécessaire à ce que le peuple soit approvisionné, mais aussi, d'une certaine manière, sous la garde du peuple et peut-être même sous sa surveillance. Donc un événement qui a une grande importance et une certaine ambiguïté aussi dans son sens. Effectivement, et voilà, on le présente aussi souvent comme un des premiers événements de l'engagement des femmes politiques, et notamment dans la Révolution, parce qu'en fait, ça part de cette faim des femmes qui partent chercher du pain pour nourrir leur foyer, et qui du coup se rassemblent et sont poussées par des personnages historiques comme Reine Audu, qui était une des poissonnières des Halles, et qui est considérée comme une des premières femmes actives, un peu plus oubliées malheureusement que d'autres personnages comme Théroigne de Méricourt ou Olympe de Gouges, mais qui est voilà, une sans-culotte très active pendant la Révolution. Et du coup, Scholler va vraiment reprendre ce personnage, va s'attacher de très près aux sources, ce qui diffère un peu du film de Enrico Efron, puisque là, l'événement est un petit peu, on va dire, plus romancé, tel que les gens pouvaient à la limite un peu en avoir entendu parler, alors que Scholler voilà, va vraiment reproduire presque mot pour mot, heure par heure, les paroles et le déroulement qu'on peut attester grâce aux sources jusqu'à cette arrivée tardive dans la nuit, du coup entre le 5 et 6 octobre, au palais pour demander que le roi les reçoive et puisse entendre leurs doléances liées à la fin. Ces mouvements féminins, ils sont aussi accompagnés, et c'est une originalité du film, accompagnés de chansons qui, là aussi, je crois, sont des chansons d'époque, en tout cas pour la plupart d'entre elles, que Scholler a choisi d'incorporer au film. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce choix, de ces choix musicaux? Alors la Révolution, évidemment, on sait qu'elle a produit toutes sortes de musique, et beaucoup ont en tête des airs, et l'air de Ça ira, etc. Mais là, il y a vraiment une manière très particulière dont le réalisateur a inclus la chanson, à la fois comme vecteur de parole politique, comme vecteur de mobilisation, et aussi comme vecteur d'émotion. C'est quelque chose qui a une place importante dans le film. Tout à fait, et effectivement, c'est lié à cette volonté de parole politique et d'opinion publique, puisqu'il, dans les démarches, on va dire, récentes de l'historiographie, et notamment, c'est très lié au travail d'Arlette Farge, il y a cette volonté de prendre des chants moins connus, mais en fait, beaucoup plus utilisés et beaucoup plus chantés à l'époque que des chansons, voilà, tout le monde a en tête la Marseillaise ou à Ça ira, alors qu'en fait, les chansons anonymes ont été beaucoup plus spontanées. Il y a eu beaucoup de créativité à cette époque par la chanson pour permettre de véhiculer certaines idées. Et je pense notamment à cette scène assez marquante dans le film de Scholler
où les lavandières donc lavent le linge dans la Seine et commencent à chanter ensemble que des femmes les airs, enfin donc V'là donc que le roi, qui est une réaction immédiate, une improvisation qui condamne la fuite du roi et à Varennes en fait et son retour durant l'été 91 par le peuple. Et en fait, juste après qu'on ait cette scène de la fuite du roi et donc quand il est rattrapé, on enchaîne sur cette scène près de la Seine et elle chante réellement une chanson telle qu'on peut imaginer qu'elle a été inventée et qu'elle s'est diffusée comme ça dans le Paris ouvrier et populaire de l'époque, quoi. Vous avez fait allusion à la fuite à Varennes parce que le film, effectivement, comme on l'a dit au départ, il alterne des passages intimes, proches de personnages ordinaires, et puis des grands moments ou des grands épisodes ou journées révolutionnaires. Quels sont les principaux événements que dépeint le film? On a parlé des 5-6 octobre 1789, et puis évidemment, pour finir, du 21 janvier 1793, l'exécution du roi. Entre les deux, le film passe en revue quelques-uns des épisodes les plus importants de la Révolution. Est-ce qu'on peut en dire un mot de ces épisodes et de la façon dont ils sont représentés? Alors, pour rapidement dresser une liste, en fait, donc ça commence avec la prise de la Bastille. Ensuite, il y a un saut temporel assez important puisqu'on arrive à Varennes. Il y a aussi donc la fusillade du Champ de Mars, Alors donc au sur niveau ces de. deux points d'ailleurs, Varennes et puis la fusillade du Champ de Mars qui s'ensuit et qui marque vraiment une césure entre un pouvoir et des députés qui cherchent à préserver la fiction de l'autorité royale, et puis des Parisiens de plus en plus hostiles au roi qui comprennent qu'il a trahi, qui ne veulent plus de lui. Là, est-ce qu'on retrouve pas aussi la patte un peu de Timothy Taquet, la lecture de Taquet, notamment son livre Le Roi s'enfuit, qui avait placé cet événement un peu au centre comme clé de lecture de la période révolutionnaire. Il me semble que là, on a vraiment un reflet de l'historiographie et de la lecture par Scholler de l'historiographie. Alors oui, en fait, les ouvrages de Timothy Taquet sont les principaux cités par Scholler comme inspiration vraiment de son film. Et il a essayé de contacter Taquet, donc il a réussi plus ou moins comme il le voulait. Et voilà, et c'est vraiment cette volonté qui traduit aussi un certain discours poétique, puisque Taquet, lui, considère que la révolution enfin la terreur, pardon, comme un concours de circonstances atténuantes. Et c'est quelque chose qui semble très important pour Scholler, qui fait un film très positif envers la Révolution et qui veut replacer le rôle du peuple sans se focaliser sur la terreur comme erreur de la Révolution et de l'histoire. Et c'est ce qui domine dans beaucoup des autres films sur le sujet. Et voilà, lui, il se concentre sur le peuple, sur ce rapport au roi et cette circonstance d'éléments qui s'assemblent pour arriver à une situation inédite tout de même dans l'histoire de l'époque avec ce procès d'un roi jugé par son peuple. Et c'est vraiment le cœur du sujet, effectivement. Il revendique ce lien à Taquet de manière très importante. Alors, ça permet aussi de souligner, cette fusillade du Champ de Mars, que contrairement à d'autres films ou d'autres représentations de la Révolution, où ce qui est beaucoup montré, c'est la violence exercée, la violence des Parisiens, la violence du tribunal révolutionnaire, là, il y a quand même toute une série de séquences qui montrent la violence subie, les violences symboliques, arrestation, humiliation de Basile, le vagabond, et puis des violences concrètes, la répression des manifestants du Champ de Mars, alors dans le film, c'est une sorte de pique-nique un petit peu, hein, c'est très champêtre, et puis tout d'un coup, la violence va s'abattre sur eux. C'est une manière d'inverser aussi cette assignation de violence révolutionnaire pour montrer que on la subit au moins autant qu'on l'inflige. Effectivement, et en fait, ça s'inscrit, je pense, dans une volonté de s'intéresser au processus, on va dire, d'engagement et peut-être de radicalisation révolutionnaire, puisque le personnage de Françoise bascule à ce moment du Champ de Mars. Hein. On a vraiment une scène où elle est couverte du sang de ses amis qui, du coup, vont subir un sort terrible durant cette fusillade. Et donc, du coup, c'est le moment de bascule où elle rentre dans l'engagement révolutionnaire, alors que il fait exprès, le réalisateur, de nous montrer qu'elle a quand même une vie difficile. Elle perd un enfant, elle a une vie miséreuse, très complexe. Mais le point de bascule reste cette mort sur le Champ de Mars. Et après, voilà, on enchaîne sur la prise des Tuileries, où c'est Françoise, on va dire, fleur au fusil, qui prononce cette phrase Je préfère mourir que de perdre ma vie à la gagner. Et en fait, elle bascule vraiment dans presque la sans-culotterie. Et voilà, il y a un point assez clair entre les deux, puisque les sans-culottes, on considère que la fusillade du Champ de Mars devient un moment clé dans la naissance de ce mouvement populaire et d'engagement, on va dire, armé et beaucoup plus radical et violent dans la Révolution. Alors voilà, engagement, radicalisation, ce sont des termes qui ont été un petit peu résumés ou
conceptualisé sous le terme de protagonisme révolutionnaire. J'en vois, et on mettra sur le site les références. Il y a un dossier notamment dans Politics avec Karim Burstein, Boris Gobi qui emploie ce terme. Cette idée qu'on devient protagoniste de l'événement au moment où sa temporalité même conduit à y participer. Et là, effectivement, c'est comme un peu une illustration de cette idée. Alors, vous avez évoqué la prise des Tuileries le 10 août. C'est une séquence importante du film, assez réussie de mon point de vue. Je trouve un petit peu plus que celle du Champ de Mars. Ce 10 août, ces préparatifs nocturnes de l'assaut sur les Tuileries, de la destitution du roi. De quelle manière c'est représenté pour vous? Alors, j'aime beaucoup ce passage aussi pour cette capacité à reconstituer, on va dire, l'ambiance et ce qui a pu être un peu la température de l'événement. Ça fait toujours penser au très bon livre d'Éric Vuillard sur le 14 juillet, où il réussit à donner un peu corps, même dans un livre, à cette chaleur, à cette fièvre qui va prendre toute la ville et pendant que le tocsin va se mettre à sonner. Et je trouve que justement, dans cette scène du film, il y a cette émotion et voilà, c'est ce qui manque, on va dire, un peu dans le reste du film. Mais là, on est dans le cœur de la fièvre révolutionnaire de pourquoi d'un coup, tout un peuple se soulève, prend des armes et décide de basculer, d'aller là, voilà, attaquer le roi et de risquer sa vie, hein, pour le coup. Et il y a il y a tout un travail sur les sens et les émotions, les sensibilités qui me semble très intéressant. Justement, voilà, quand Basile est proche du canon et on perd l'audition en même temps que lui, comme si on était voilà, près d'une détonation près de son oreille. Il y a c'est ce réalisme qui est à l'écran et qui me semble très réussi effectivement dans cette scène pour essayer de saisir et ce qui est le travail du réalisateur, hein, dans le cinéma, d'essayer de nous transposer, on va dire, par la fiction dans une époque passée. Ça amène cette idée que cette séquence-là est réussie, peut-être à parler du projet global du film, de sa réussite. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup intéressé et par moments laissé un peu froid, parce qu'il y a quelque chose d'assez disparate dans le film, avec des passages très cérébraux, très construits. On voit un petit peu les coutures, on voit un petit peu le projet, et d'autres très sensoriels. Et je trouve que les parties sont intéressantes, mais peut-être que l'addition des parties, la somme est inférieure à l'ensemble des parties. Je ne sais pas si c'est votre sentiment, à la fois comme historien et comme spectateur. Alors tout à fait, et je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent être mis en avant pour, on va dire, donner une circonstance atténuante à ce travail. C'est qu'il y avait un projet, on va dire, qui est revendiqué par Pierre Scholler de film pédagogique et scolaire, hein. Il le dit qu'il voudrait faire un film que les écoliers ou que n'importe quelle personne sans être historien peut regarder. Et donc je pense que du coup, dans cette volonté de découpage chronologique qui est liée à cette volonté d'en faire quelque chose de scolaire. Avec même un chapitrage explicite avec, si je me souviens, des cartons qui indiquent les dates, les moments, quelque chose de très pas à pas qui prend un peu le spectateur par la main. Tout à fait. Et du coup, je pense que voilà, c'est ça qui l'a un peu perdu. Il a trop, c'est les difficultés de la Révolution, trop le découpage événementiel a pris le dessus. Et donc, du coup, il y a des très belles séquences qui sont parfois un peu perdues. Et je pense que son erreur, on va dire générale, c'est d'avoir voulu faire ce film encyclopédique, alors qu'il aurait fallu peut-être assumer une entrée beaucoup plus précise, beaucoup plus intime et beaucoup plus étroite. Et voilà, et là, il se perd dans un projet qui aurait du sens s'il y avait 3 films derrière, en fait, réalisés par lui, et une trilogie qui est à la base, en projet. Enfin, l'origine de ce projet était d'en faire, on va dire, trois moments ou 2 ou 3 moments. Et du coup, isolé, s'il n'y a pas de suite, on se perd un peu dans un projet, un peu une ébauche inachevée, il aurait fallu voilà, soit avoir les moyens d'être sûr de faire un film en 3 volets à la hauteur de ce qui est lancé dans celui-là, soit assumer d'en faire une beaucoup plus petite partie et de se focaliser sur un aspect beaucoup plus restreint. C'est effectivement quelque chose qu'on ressent, puisqu'il y a 2 volets du film dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais qui viennent accompagner cette histoire un peu au ras du sol et des quartiers populaires. C'est d'abord toute la dimension de discours politique des dirigeants, Saint-Just, Barnave, Robespierre, Marat à l'Assemblée. C'est une partie très importante du film que moi j'ai trouvé assez passionnante, ne serait-ce que pour entendre ces discours. Et puis il y a également la présence de Louis XVI, la présence de la famille royale, qui a un rôle très très important dans le film. Alors peut-être qu'on peut développer un petit peu cet aspect, parce que la façon de représenter Louis XVI, c'est aussi toujours une manière très intéressante de placer le curseur sur un film sur la Révolution. Comment il est présenté? Est-ce qu'il est présenté en bouffon incompétent, comme ça a pu être le cas parfois, ou au contraire en martyr innocent? Là, quels sont les choix qui ont présidé à la représentation de Louis XVI dans ce film? Alors on le voit assez bien déjà, c'est un bon indicateur pour ce sujet, hein, du roi à l'écran, c'est le physique retenu pour l'acteur. Là, on a un Laurent Lafitte qui semble correspondre de ce qu'on connaît dans les sources
à l'image d'un roi voilà, qui était quand même de nature et d'origine aristocratique, donc qui, pour le coup, descendait de son arrière-grand-père, donc quelqu'un de très grand, avec une carrure assez imposante. Et on est loin de portraits de Buffon, effectivement, où il est souvent petit et gros. Et donc là, on sait où placer le curseur, effectivement. Oui, quand on Et voit la Marseillaise de Renoir, Renoir avait fait jouer Louis XVI par son propre frère, et on le voyait bâfrer un poulet, manger, croquer dans une cuisse de poulet à pleine main, et ça manquait un petit peu de dignité royale. Ça allait évidemment avec le discours du film, mais on n'était pas exactement dans la même façon de représenter. voilà. Et pour le coup, je pense que Scholler est assez honnête tout au long de son film là-dessus, c'est qu'il se pose des questions, il assume, hein, parce qu'il dit que c'est sa vision de la Révolution, c'est sa lecture historiographique. Et donc, à travers ces lectures, il se pose la question de qui était le roi. Était-ce un complotiste qui a vraiment voulu détruire la Révolution? Est-ce que c'était un roi qui a essayé de faire quelque chose de ce moment-là, ou est-ce qu'il était complètement perdu? Et en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on voit dans différents films à différents moments. Et lui essaye d'assembler tout ça en lui rajoutant beaucoup d'humanité et d'individualisme dans son film, avec cette scène, je pense, du cauchemar qui est assez équivoque, où le roi est visité par ses ancêtres. Et voilà, pour rajouter du doute à un personnage qui reste une figure sacrée et pas forcément un simple individu, un simple sujet de son royaume. Cette figure sacrée, elle est mise en avant dès la première apparition du roi, puisqu'on le voit, si je me souviens bien, laver les pieds des pauvres le jeudi saint, je crois. En tout cas, il s'humilie, il joue son rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ce caractère très pieux, il est rappelé à plusieurs moments dans le film. C'est sans doute proche de ce qu'on sait par ailleurs de Louis XVI. Mais là aussi, c'est un choix qui tend plutôt à lui donner de la dignité qu'à le discréditer ou le ridiculiser, comme ça a pu être le cas à d'autres moments. Oui, et ce caractère sacré, en fait, aussi n'est pas en reste, il est vraiment lié à son rapport au peuple, puisque, voilà, contrairement à ce qu'on peut voir dans certains objets, le peuple reste très longtemps fidèle au roi pour une grande partie de la population. Et puisque Scholler s'intéresse à ces rapports entre le peuple et son roi, il met en avant cette dimension sacrée, puisque je pense à différentes scènes où, en fait, il y a une dispute dans la rue, où des femmes s'affrontent en disant voilà, là, le roi n'a plus rien de sacré pour moi, à mes yeux, il est mort, ce n'est pas du tout, c'est un traître. Et il y a une femme qui continue de dire attention, attention, vous êtes en train de tuer le représentant de Dieu sur terre, maudite soit vous, vous allez en le regretter pendant des siècles et des siècles, etc. Et du coup, il y a ce caractère sacré du roi, rajoute à la dignité effectivement du personnage, et en même temps interroge les réalités de l'époque de est-ce que qui est cette personne? Est-ce que c'est vraiment comme on nous l'a appris dans notre enfance ou à l'Église, ou est-ce que ça reste un être humain comme les philosophes pourraient nous l'enseigner, ou les politiques et du coup, cette scène finale où, ce qui est attesté dans les sources de l'époque, à l'exécution, où les gens mettent leurs mains dans le sang du roi, de la tête tranchée, et s'en aspergent dans voilà, une hésitation entre superstition, croyance, doute, pouvoir magique, et quelque chose d'un peu incertain, et que Scholler essaye de retranscrire pour essayer de faire comprendre aux spectateurs que voilà, c'est un processus lent, et dans cette déchristianisation, qui était le roi et qui est ce qu'il est, même après sa mort, pour le peuple français. Le film s'appelle Un peuple et son roi. Il aurait sans doute pu s'appeler aussi Un peuple, son roi et ses députés, puisqu'il y a un troisième volet très important du film. Je ne l'ai pas minuté, mais c'est pas loin, à mon avis, du quart, voire du tiers du film, qui se déroule à l'Assemblée, à la salle du manège, avec des prises de parole politiques, filmées, comme vous l'avez dit, d'après les sources, avec presque rien de modifié ou de retranché. Alors, c'est pas entièrement nouveau, on avait déjà vu certains de ces discours, mais les choix là aussi du réalisateur sont assez intéressants, originaux, d'autant qu'il ne donne pas la parole seulement aux héros révolutionnaires les plus attendus, comme Robespierre, mais il y a des figures assez variées finalement qui se succèdent à la tribune, qu'on voit prendre la parole, débattre de la mort du roi, débattre de la situation politique. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces séquences? Alors effectivement, c'était très agréable de pouvoir un peu prendre des temps de respiration de débats politiques, puisque souvent la présence dans les films de l'Assemblée est anecdotique ou résumée à des grands événements, vraiment voilà, où l'Assemblée est devenue un grand moment de débat dans l'histoire de la Révolution. Et là, on est dans juste l'exercice en fait du pouvoir, et il fait voilà venir à la fois la grande figure comme Robespierre, ou le sans-culotte qui monte à la barre, qui pose sa question.
Et Mara qui fait un grand numéro, comme toujours Denis Lavant, complètement détraqué, avec un col en fourrure, qui, paraît-il, serait attesté dans les sources, mais qui fait un drôle d'effet à l'écran, quelque chose qui mérite le déplacement. Là, je pense que du coup, on a une traduction de la subjectivité de Scholler qui a été intrigué par ce personnage, puisqu'en fait, effectivement, il est difficile d'attester de qui fut Marat. On a un ensemble de textes qui évoquent son extravagance, comme d'autres qui la critiquent. Et du coup, je pense que là, voilà, il s'est fait plaisir et que il a eu un intérêt pour ce personnage. Et du coup, là, on est vraiment dans la subjectivité du réalisateur qui se dit, bah voilà, moi je le vois comme ça, Marat, il a un peu une figure romantique et qui rajoute un peu aussi d'humanité dans des débats qui pourraient être très sérieux et très ennuyeux aussi pour le spectateur quand même, puisque ça reste un film de fiction et il faut distraire aussi quelque part. C'est un film qui a également des choix visuels, alors pas totalement originaux, mais qui sont quand même intéressants, avec le fait de tourner uniquement, si je me trompe pas, en lumière naturelle, que ce soit de jour ou le soir, la nuit, avec des éclairages à la bougie, avec des costumes, avec un parti pris plutôt de réalisme. J'ai lu que il y avait tout un fond de costumes révolutionnaires qui avait brûlé avant le film et que du coup c'était très compliqué de faire des costumes, que c'est ce qui a coûté le plus cher et qui a un peu limité aussi les possibilités du point de vue de la production. Alors, surtout cet aspect décor, costume, choix visuel, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc là, on est vraiment dans un travail si on peut le dire, de reconstitution, hein. Scholler veut faire un film, on va dire, de vraisemblance. On est dans cette volonté de s'approcher presque du documentaire. Effectivement, il y a un budget colossal pour les costumes, les décors. Il y a un travail aussi esthétique. On voit vraiment ces scènes où il monte les chandeliers et en fait, on filme vraiment à la bougie des chandeliers et il le montre au spectateur qu'on est effectivement à la bougie. Et il y a même des tableaux je pense au peintre Raguenet, où Scholler dit être allé à la Bibliothèque nationale de France, avoir regardé ces tableaux de l'époque et avoir voulu reproduire presque à la couleur près, on va dire, l'ambiance visuelle ce que pouvait être le Paris, on va dire. Et il y a des parallèles, hein, si on met côte à côte des tableaux de Raguenet et des scènes du film. Esthétiquement, on est vraiment dans les mêmes teintes. Il y a tout un travail sur la couleur, le jaune, le crépusculaire, la chaleur de l'atelier du forgeron ou le bleu nuit pour les moments un peu plus d'intimité ou de doute. Voilà, il y a vraiment un travail sur l'esthétique, le son. Hein, ce film-là est vraiment fait partie, enfin, il y a une partie intégrante de ce reconstitution, d'essayer de s'approcher sur le son, ce genre de choses, des paroles de l'époque, des bruits, des ambiances, de l'image, de la lumière. Est-ce que ce film, on peut le mettre en parallèle avec d'autres œuvres? On a déjà un petit peu commencé à le faire. Moi, il m'a fait penser pas mal à la pièce de Pomera, qui est quasi contemporaine, Ça ira fin de Louis, dans sa manière de mettre en scène la parole politique et puis d'alterner entre le haut et le bas, les élites et le peuple révolutionnaire. Ça m'a aussi fait penser à la Marseillaise de Renoir que j'ai citée à l'instant, parce que de la même façon, il y a tout un crescendo. Alors, chez Renoir, ça aboutit aussi à la prise des Tuileries. Là, ça va jusqu'à la mort du roi, mais tout un crescendo qui montre la construction de l'événement révolutionnaire lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres auxquelles vous avez trouvé un écho dans ce film? Alors, je pense que en termes de format, il se rapproche plus du diptyque de Enrico Efron, La Révolution française, dont nous avons parlé un peu plus tôt. Vraiment, voilà, dans ce côté film long, qui est assez lent aussi, qui montre le peuple, les débats politiques, vraiment ce côté encyclopédique. C'est un peu, je trouve, une sorte de réadaptation de moderne et contemporaine, on va dire, plus récente de ce film-là. Et sinon, voilà, Renoir, l'héritage, effectivement, est assez revendiqué puisque c'est un film. Scholler veut faire un film républicain, et on va dire que le seul autre film dans toute l'histoire du cinéma de la Révolution française qui est positif, républicain et engagé du côté du peuple, c'est La Marseillaise de Renoir. Donc là, le parallèle est évident et il est revendiqué par Scholler. Il n'y a pas tant que ça d'autres films ou d'autres œuvres qui peuvent s'en rapprocher. Par contre, je mentionne du coup un film un peu plus intime qui est Un violent désir de bonheur de Clément Schneider, qui est passé un peu à l'oubli à cause du confinement malheureusement, mais qui a été réalisé donc par un jeune réalisateur, Clément Schneider, qui est sorti à Cannes hors compétition et qui lui raconte l'histoire d'un jeune moine, Gabriel, pendant l'année 92, on va dire, et cette déchristianisation, et qui est aussi filmé avec la lumière naturelle, et vraiment au ras de l'individualité, des destins anonymes. Et donc il y a vraiment aussi un lien entre les deux, même si bon, c'est un film un peu plus intime et pour le coup qui a quand même
pas beaucoup été vu par un grand nombre de spectateurs. Bon, bah, on lance la possibilité de le voir, on le signale. Vous êtes historien, vous êtes aussi enseignant. Est-ce qu'il y a des séquences de ce film que vous pensez pouvoir utiliser ou que des collègues peuvent utiliser pour parler de la Révolution française? Alors oui, et jusque-là, en fait, quand je travaillais sur la marche des femmes, je prenais du coup d'octobre 89, je prenais donc la scène de Enrico et Efron, et du coup j'ai un peu actualisé, on va dire, ma séquence en reprenant plutôt celle de Scholler, puisque là on peut vraiment comparer à l'archive. Donc ça c'est assez intéressant. Et sinon, en fait, récemment, j'ai par exemple aussi fait tout un travail sur le procès du roi. Et donc, du coup, j'ai repris des scènes du procès du roi dans le film de Scholler pour le mettre en parallèle avec les archives qu'on a, qu'on peut retrouver et faire travailler les élèves assez facilement là-dessus, en fait. Ce qui permet de dire au passage que parfois, comme cinéphile, on reproche à un film d'être pédagogique, et puis quand on reprend la casquette d'enseignant, on est finalement assez content qu'il le soit pédagogique, parce qu'il y a des choses qui peuvent être très très utiles et à montrer, à représenter. Peut-être pour finir, est-ce qu'il y a parmi les séquences dont on n'a pas parlé, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé, des séquences qui vous ont intéressé ou ému? Il y en a une que Scholler cite dans les interviews souvent et qui est assez emblématique, c'est ce moment où la Bastille est détruite et ça va changer quelque chose pour les habitants du quartier qui sont alentours. Est-ce qu'il y a des séquences, celle-ci ou d'autres, qui méritent aussi qu'on s'y attarde? Alors, j'allais effectivement parler de cette séquence d'ouverture que j'aime beaucoup parce qu'il y a une symbolique, il y a un travail sur la métaphore où, en fait, pendant que la Bastille est déconstruite, il y a le feu de la fournaise de l'atelier de la forge du Ouais, Verrier, c'est voilà. ça. Et en fait, on compare Soleil, donc le soleil qui évoque le roi, avec la chaleur tournante et avec cette chaleur qu'il faisait sûrement le 14 juillet, du coup 14-15 juillet, quand on démonte la Bastille juste après l'avoir prise. Et du coup, c'est vraiment une scène que j'ai beaucoup aimée parce qu'on rentre vraiment directement, et je trouvais très efficace, on rentre au plus près de cet événement et Avec même un bloc de pierre qui se détache d'un coup de la forteresse, et quand ce bloc de pierre se détache, c'est la première fois que le soleil inonde l'impasse où vivent ces habitants du quartier Saint-Antoine. Et du coup, très concrètement, la prise de la Bastille, c'est pas un symbole seulement qui est pris, mais c'est le quotidien qui change. Donc là aussi, il y a une grande efficacité du langage visuel pour représenter ça. Voilà, et ça, c'est vraiment un moment, je trouve, très, très touchant et très, très efficace pour essayer de faire comprendre à des spectateurs qui ne sont pas historiens, évidemment, et donc, du coup, qui peuvent se rendre compte que du quotidien, en fait, de la vie quotidienne de ces gens qui vont du jour au lendemain, plus ou moins, se soulever, se révolter et entrer dans quelque chose qui reste quand même inédit, dans un engagement. Et voilà, c'est des gens qui vivent dans le noir, des gens qui vivent, qui travaillent des heures et des heures toute la journée sans vraiment, enfin, un survivant et qui perdent des enfants. Ça commence comme ça par la mort d'un nourrisson. Et voilà, cette scène est vraiment touchante et très efficace, je trouve, pour essayer de toucher un peu à ce que pouvait être l'intime d'un citoyen, d'un très modeste, d'un ouvrier du faubourg en 1789. Est-ce qu'il y a des conseils de lecture qu'on peut donner à ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient soit réfléchir à la Révolution tout court ou à la Révolution à ses représentations afin d'aller un petit peu plus loin? Je dirais, il y a vraiment une masse énorme, hein, effectivement, mais quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, c'est, je vais citer Les mythologies contemporaines de la Révolution française, donc un ouvrage dirigé par Martial Poisson, qui justement essaye de faire un peu un état des lieux de ce qu'est la représentation de la Révolution française, on va dire au début du XXe siècle, du XXIe, pardon. Et voilà, il y a vraiment, c'est un gros livre, il y a vraiment une grosse synthèse très intéressante là-dessus. Là, c'est vraiment un ouvrage universitaire assez pointu. Et du coup, je vais pas hésiter à citer en fait moi un des ouvrages qui est au cœur de mon travail de recherche et qui n'en est pas un, qui est du coup le roman d'Éric Vuillard 14 juillet, et qui, en n'étant pas un ouvrage historien, est pour moi en fait un des meilleurs ouvrages écrits sur la Révolution française, parce qu'il prend la liberté en tant que roman de pouvoir un peu se détacher des contraintes, on va dire, académiques, et il réussit un peu comme fait Scholler quelque part quand même à saisir un portrait, je pense, assez réaliste et nous transmettre voilà, ces émotions de la Révolution française. Un grand merci pour ces éclairages et très bonne suite de confinement en souhaitant à tout le monde évidemment de rester bien en sécurité et bien à l'abri. Merci.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.